Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le Grand Talk spécial présidentiel 2015 en Côte d'Ivoire. Le 25 octobre prochain, les Ivoiriens iront aux urnes élire le président de la République. 10 candidats au départ, ils ne sont plus que 8 en lice après le désistement de Mamadou Coulibaly et de Essi Amara. Le candidat président Alassane Ouattara ambitionne de réaliser la performance du Guinéen Alpha Condé, remporter l'élection dès le premier tour. Pour réussir cet objectif, il s'est entouré d'un commando de choc pour une campagne menée tambour battant. Un des membres de ce commando est l'invité du Grand Talk, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur Ahmed Bakayoko. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Et bienvenue dans le Grand Talk. Merci de me recevoir. 52 minutes pour débattre des sujets de l'actualité et avec moi deux journalistes, Monsieur Assalé Tiemoko, directeur général du bi-hebdomadaire indépendant L'éléphant déchaîné. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Et Monsieur Gilles Domché, journaliste à Vox Africa, qui auront la lourde tâche de vous poser des questions aujourd'hui. Pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, j'aimerais rappeler que vous êtes né le 8 mars 1965 à Abidjan. Vous êtes journaliste et pendant vos études scolaires et estudiantines, vous avez successivement dirigé le journal du Collège moderne d'Adjamé et plusieurs associations estudiantines au Burkina Faso notamment. Vous avez été directeur de publication du quotidien Le Patriote, créé en 1991, puis directeur général de Radio Nostalgie Côte d'Ivoire et de Radio Nostalgie Afrique. Membre de la direction du RDR, le Rassemblement des Républicains. Depuis 2010, vous êtes ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire. Vous êtes marié, père de 4 enfants et porte-parole du candidat Alassane Ouattara à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Bienvenue, nous allons essayer de vous apporter une petite note de gaieté pour ces campagnes tambour battant. Voici tout de suite une petite image volée pendant cette campagne électorale. Monsieur le ministre, force est de constater que vous dansez toujours aussi bien, malgré vos multiples charges. Comment vous arrivez à le faire? À quel moment vous dansez pour être dans le temps, dans la mode? Non, mais je considère que ça fait partie des charges publiques. Il ne faut pas être déconnecté. Ouais. La culture, la chanson, la danse sont des canaux par lesquels on a le ressenti profond des populations. On est proche d'elles, on sait ce qu'elles sentent, ce qu'elles écoutent, qu'est-ce qui les fait vibrer. Et moi, je n'ai jamais voulu être en déphasage avec, on va dire, l'Ivoirien réel. Voilà. L'Ivoirien nouveau, qui est le nouveau concept, nous on en parlera. Et tout de suite, pour ouvrir le débat sur les questions d'actualité et de la campagne, Monsieur Jules Domché. Alors, on va commencer par des questions d'actualité. Je suis arrivé à Abidjan hier. Mais on dirait qu'il n'y a pas élection dans quelques jours. Le pays semble un peu fade, permettez-moi l'expression. Qu'est-ce qui se passe pour que ce soit aussi mort? Non, c'est pas... Je veux dire, on n'a pas le même engouement de 2010 parce que ce n'était pas les mêmes enjeux. Mais je pense qu'il y a quand même un peu d'animation. D'autres candidats y battent campagne, ils mobilisent des grandes foules. Certains candidats également le font. Je dois dire que tous les grands experts en matière de questions électorales disent qu'après toutes les grandes élections à fort enjeu, après il y a un phénomène qu'on appelle la fatigue électorale. Les gens un peu, on est lessivés. Voilà, un peu lessivés. Et puis dans le cas d'espèce, on a le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux parce que le candidat président Ouattara a réussi à se maintenir au sein de son alliance, l'alliance qui a porté sa victoire. Et ce n'est pas un fait anodin. C'est très rare que des alliances tiennent plus d'un mandat. Vous voyez, au Niger, l'alliance n'a pas tenu. Au Sénégal, que ce soit avec le président Wade et Niasse, ou que ce soit... C'est très difficile. Et donc, lui, il a réussi à maintenir son alliance. Et en face,
l'autre camp s'est disloqué Mais est-ce au que moins ce en que 4 vous dites est morceaux. vrai, monsieur le ministre d'État? On ne peut pas dire aujourd'hui que l'alliance RHDP, à laquelle vous faites allusion, est maintenue. Je vous rappelle bien que sûr. non, elle n'est pas maintenue, puisque Charles Konan Banny, qui est le directeur de campagne d'Alassane Ouattara au 2e tour, il est candidat aujourd'hui contre Ouattara. Mais il est parti avec combien de députés, avec combien de secrétaires de section, avec combien de membres éminents du PDC. C'est ça qui est important. Vous savez, vous pouvez avoir une démarche personnelle. Mais si vous partez avec une part significative des membres du parti, on peut dire qu'il y a un problème. Mais ils sont tous partis, on le voit seuls. Ils ne sont même pas capables de dire, voilà, 1, 2, 3 députés qui nous suivent, 3, 4 maires qui nous suivent, des secrétaires de section. C'est ça la différence. Et en plus, ils sont dans une coalition qui n'arrive même pas à se mettre d'accord pour avoir un seul candidat. Ce que nous avons fait, ce n'est pas évident. C'est un travail de longue haleine porté par l'appel de Daoukro et des discussions à tous les niveaux qui fait qu'aujourd'hui, on a un bloc qui est soudé, qui est quand même le PDCI, le RDR, l'UDPCI, le MFA, et l'UPCI, des grands partis qui ont réussi à rester ensemble. C'est pas rien en matière électorale. Enfin, moi, j'ai du mal à vous laisser dire ça parce que ça ne traduit pas les faits. Parce que même si le PDCI, avec Henri Konan Bédié, dit officiellement soutenir Ouattara, vous savez bien que l'appel de Daoukro a divisé le PDCI, parce que vous parlez de Konan Banny, on peut parler de Kakabe, on peut parler aussi des Siamara, qui sont des gens qui étaient des gens assez importants, qui ont décidé de ne pas suivre cet appel-là. On ne peut pas dire qu'il y a union. En dehors de Kakabe, qui avait, on va dire, un rôle dans le PDCI, les autres ne sont même pas connus comme des militants avérés de ce parti. Mais ils ont une certaine influence. Non, pas, justement, ils n'ont pas d'influence. Depuis 10 ans, les gens ne les ont pas vus dans la vie du parti. Non, en fait, je ne veux pas qu'on prenne trop de temps sur des gens qui ont porté une ambition personnelle. Vous savez, il faut toujours voir l'intérêt du grand ensemble. On ne va pas voir l'intérêt, l'ambition personnelle. Quand vous portez votre ambition personnelle, vous êtes seul. Parce que ce n'est pas une ambition qui est portée par la collectivité, par l'ensemble. Et je peux vous dire qu'on nous dise combien de députés PDCI, combien de maires, combien de membres du secrétaire de section du PDCI ont fait défection. Aucun. Aucun. Et c'est la réalité. On va parler tout de suite des bilans croisés de M. Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara. Jules Damché, sur les bilans croisés. Je vais commencer avec le ministre Pakré Kachi. On a placé ce premier mandat du président Alassane Ouattara comme étant un mandat des infrastructures. Il y a eu le célèbre 3e pont, mais il y a aussi d'autres routes qui ont été construites. Et du côté de l'opposition, les gens estiment que c'était des projets prévus par Laurent Gbagbo. Alors vous êtes la personne indiquée, ayant été le ministre des Infrastructures de Laurent Gbagbo. Dites-nous la vérité ce soir. Ces projets sont-ils vraiment des émanations de la politique du président Ouattara ou est-ce des vieux projets qui ont juste été réchauffés? Alors, il faut d'abord que vous sachiez une chose, c'est qu'un projet d'infrastructure, effectivement, il prend un certain temps à maturer, à être mis en œuvre. Les étapes principales sont relativement connues. On commence d'abord par faire des études. On commence d'abord par identifier des projets. Quand on les a identifiés, on fait des études. Quand on a fait des études, on recherche les financements. Quand on a trouvé les financements, on fait des appels d'offres, on choisit un adjudicataire, il démarre les travaux et puis il s'achève. Voilà donc le processus. En général, un certain nombre de ces projets datent déjà du président Houphouët. D'accord ? Ce sont des projets, quand on vous dit par exemple une vision 2020 ou 2025, à l'intérieur, il y a un certain nombre de projets. Le problème n'est pas tant de rêver à des projets, de les identifier, mais d'arriver à les faire. Alors ici, la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés, c'est que justement, un certain nombre de projets devaient être réalisés et un certain nombre de projets n'ont pas pu être réalisés. Parce qu'ils ont été édifiés, les études n'ont pas pu être faites, les études ont été faites, les montants n'ont pas pu être levés, etc. Mais l'une des caractéristiques, et c'était la grande force du président Houphouët, on le reconnaît à ça, on le reconnaissait à ça, c'est que c'est un bâtisseur, un homme de chantier. Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui est soucieux de tous les grands projets d'infrastructure qu'il fait, qui les initie, qui visite les chantiers lui-même, de jour comme de nuit, qui modifie les choses, qui en est véritablement soucieux. Donc quand vous êtes ministre avec un président comme ça, les choses se passent très bien. Qui est capable, derrière vous, d'appeler des bailleurs de fonds, de mobiliser des ressources, parce qu'un ministre tout seul, il a des limites à sa capacité de le faire. Donc le tout n'est pas d'y penser.
Le tout est d'arriver à le faire et donner les moyens de le faire. Donc, ce que vous essayez de nous dire, avec vos permissions, M. Patrick Kachis, ce que vous essayez de nous dire, c'est que ces projets datent d'avant. Mais bien sûr, voilà, mais bien sûr, quand on vous parle du pont de Jacquesville, mais il date depuis Grakadji, le président Philippe Yassé, ça fait 40 ans depuis qu'on a créé le canal et que le port a été créé, qu'il faut rétablir la continuité avec Jacquesville et qu'il faut faire ce pont. Donc il date. Si vous prenez l'autoroute de Bassam, il date. Si vous prenez le pont Henri-Conan-Bédier, il date. Tous ces projets datent. Mais il date de quand? Parce que c'est là toute la polémique. Si je, vous prends par exemple le pont Henri-Conan-Bédier. Voilà, il date le pont Henri-Conan-Bédier date donc d'une vingtaine d'années. Et particulièrement ce projet-là, les études ont été faites. Les fonds ont été mobilisés. L'appel d'offres a été fait. L'entrepreneur a été trouvé. Et la pose de la première pierre a été faite en décembre 1999, quelques jours avant les événements. Et à cause des événements, les financements, je dirais finalement, les bailleurs de fonds qui étaient dans ce financement, un ou deux sont partis assez rapidement et le bouclage n'a plus se faire, donc le projet s'est arrêté comme ça. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement, Laurent Gbagbo est venu, avec d'ailleurs comme Premier ministre Afi, qui était mon Premier ministre. Le Premier ministre Afi, je l'écoutais d'ailleurs la dernière fois à la télé, ça me faisait rire, m'a jamais appelé pour me dire où en est le pont Henri-Conan-Bédier. Enfin, où en est le troisième pont, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait. Est-ce que ça va démarrer? Ça ne va pas démarrer. Jamais, à aucun moment, pendant les 2 ans où il a été Premier ministre, il m'a posé une seule question sur le troisième pont. Vous étiez ministre. Alors, j'étais ministre des infrastructures. Alors, deuxième, je continue. Attendez, on continue là. Ensuite, est venu le Premier ministre Seydou Diarra, il est parti. Quand le Premier ministre Seydou Diarra, on a commencé à en parler, mais la crise était telle que mobiliser des fonds était relativement difficile. Après les accords de Ouaga, lorsque le Premier ministre Soro est venu, le projet est revenu, on en a parlé, et puis on a commencé à trouver des financements. On a vu les bailleurs de fonds arabes, la BID en particulier, son guichet privé qui a accepté de financer. Puis au dernier moment, vers 2010, ils ont relâché le pied. C'est quand on est venu en 2011 que, ayant saisi le président Ouattara, qui m'a demandé également où est-ce qu'on en était, parce que c'était un pont relativement important pour Abidjan, je lui ai dit, on est bloqué au niveau des financements. Il a appelé la BAD. Immédiatement, la BAD s'est mise chef de file. En l'espace de 6 mois, tous les financements ont été bouclés, le projet a démarré. Et ce projet, comme par hasard, qui est à côté de son domicile, tous les jours, il se passe 1 mois sans qu'il m'appelle. Où est-ce qu'on en est? Pourquoi ça n'a pas commencé? Et on a bouclé ce projet-là. Donc, si on me dit que ce projet a commencé, je dirais, pendant Babo et que... Bon, on arrête la plaisir. Alors, sans vouloir, monsieur le ministre, les financements ont été bouclés. Après, on prend le pont de Béoumi, les financements ont été bouclés. Après, on prend le pont de Bassawa, les financements ont été bouclés. Après. Donc, vraiment, je suis j'ai entendu à je me suis dit, vraiment, il a la chance d'avoir le journaliste en face de lui. Non, mais est-ce que M. Laurent Gbagbo vous a déjà appelé sur le pont une fois? Jamais. Jamais. On va aller sur une autre question. Je dis le Premier ministre, le chef du gouvernement, le président en copasse, mais Afi Nguessan, chef du gouvernement, qui prend les pouvoirs, qui arrive avec un pont d'une telle importance, qui a démarré là, et qui a dit tout obligé de s'arrêter. Donc il suffit de rappeler les bailleurs de fonds, de rappeler l'entreprise, de s'asseoir avec elle, de négocier. Ce pont sera achevé depuis 2004-2005. Avec vos permissions, pour rester dans le même... Avec vos permissions, pour rester dans le même état d'esprit, Monsieur le ministre, on peut avoir une analyse totalement opposée à la vôtre. Peut-être que les gens ne viennent pas scruter les élections en Côte d'Ivoire parce qu'ils estiment que les jeux sont faits d'avance. Parce que vous savez bien quelles sont les critiques qui sont portées aujourd'hui à la commission électorale indépendante. Et les faits de ces derniers jours nous montrent que cette commission n'était pas prête, en tout cas pour faire l'élection le 25. La deuxième chose aussi, c'est la disproportion des moyens. On se rend compte quand même que le président Ouattara a beaucoup plus de moyens que ses concurrents. Mais si vous n'avez pas les moyens d'une ambition, ne la portez pas. Ce n'est pas une affaire de disproportion. Quand Ouattara était opposant, il était cangolais, il avait un avion de campagne, il avait un hélicoptère de campagne. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui est structuré. Avant de porter une ambition, il faut se donner les moyens de cette ambition. On ne se lève pas comme ça pour rêver de devenir président de la République. Il faut pouvoir se déplacer, parler aux populations, avoir les moyens de sa politique. Si les gens n'ont pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc pour vous, l'argent reste un élément déterminant. Ce n'est pas de l'argent. Mais c'est de l'argent, monsieur. C'est des moyens humains, moyens matériels. Mais si vous voulez porter une certaine ambition, il faut avoir les moyens de cette ambition. Oui, mais il faudrait que le jeu soit cette fois-là équilibré. Je termine sur cette question. Moi, je veux bien, mais je vous dis, nous, on était opposants. Oui. Vous vous souvenez? Oui, très bien. Le président Ouattara avait un avion brandé à 2 solutions. Ce n'était pas l'État. Il avait des véhicules brandés. Et il a fait tout le pays. Mais avec ses moyens propres, il a porté son opposition pendant 10 ans. Et il a soutenu son parti. Mais il s'est donné les moyens de le faire, avec l'adhésion de tous ses amis, de tous ses militants, etc. Mais si on raisonne comme vous dites, pourquoi donner 100 millions aux autres candidats? On reviendra dans un instant, monsieur le ministre. Vous aurez l'occasion de répondre à cette question. Et surtout, on décryptera ensemble le bilan de monsieur Ouattara, juste après cet élément qui nous parle d'Internet, comment les candidats à la présidentielle utilisent Twitter.
Bonsoir. La seule présence sur Internet ne fait pas gagner des élections, certes, mais elle demeure le lieu par excellence des publications, des actions des différents candidats sur le terrain. Aujourd'hui, allons à la découverte de nos candidats, des moins engagés aux plus actifs sur la twittosphère. La candidate indépendante Kwangwa Jacqueline Claire est absente sur le réseau Twitter. Henriette Lagou, quant à elle, comptabilise 3 abonnés avec aucun tweet envoyé sur sa page. Konan Kwadjo Siméon, quant à lui, compte 36 abonnés. Essi Amara, sur sa page officielle, comptabilise également 65 abonnés. Konan Kwadjo Bertin détient 170 abonnés. Nyangbo Kaku, 200 abonnés. La page officielle Avec Ado, 313 abonnés. Et la page du candidat Afinguessan sur Twitter comptabilise 937 abonnés. Et la dernière publication du candidat du FPI date du 5 juillet. Charles Konan Bani est l'un des plus actifs sur le réseau Twitter. Il comptabilise 9577 abonnés. Et la palme d'or revient à Mamadou Koulibaly qui compte sur sa page 13 900 abonnés. Après avoir annoncé le retrait de sa candidature sur son compte Twitter le 9 octobre dernier, Mamadou Koulibaly a publié une photo de lui qu'il aurait envoyée à la CEI. Selon le président de Leader, cette photo n'est pas celle qui a été finalement utilisée par la commission électorale indépendante. À la suite de Mamadou Koulibaly, le candidat Essi Amara a également annoncé officiellement le retrait de sa candidature sur son compte Twitter ce mardi 13 octobre. C'est la fin de ce numéro du Point du Net. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de la campagne électorale en temps réel sur www.abidjan.net. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition. Monsieur le ministre, quand vous voyez ces chiffres sur leur compte Twitter, vous êtes aussi très actif sur Internet. Oh, écoutez, vous savez que j'ai été ministre des Nouvelles Technologies, je trouve que c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est des moyens pour amplifier des messages et une connexion au village planétaire qu'est le monde aujourd'hui, mais il ne faut pas en faire l'essentiel. Vous savez, en politique, le plus important, c'est le terrain, le travail sur le terrain, l'action politique. Et après, ou par la presse, ou par tous ces nouveaux canaux d'amplification des messages, vous pouvez aller plus loin. Maintenant, qu'ils sont présents que sur ces moyens, et puis sur le terrain, ils n'existent pas. Ils sont que sur les plateaux, dans les journaux, mais on est sur le terrain. Vous avez des noms à citer? Non, pas du tout. Une exclusivité pour nous sur ce plateau. Peut-être Varol, on va laisser le ministre là, c'est très facile pour lui. On revient sur les questions avant l'interruption de Varol, parce qu'on parle d'égalité de chance des candidats. C'est un principe fondamental en démocratie, mais on ne le voit pas en Côte d'Ivoire. La CEI, vous l'avez bien entendu, la plupart des candidats, on peut dire c'est leur rôle d'écrire la CEI, mais aujourd'hui, à l'observation, on se rend compte quand même qu'il y a un problème avec cet organe. Mais la question des 100 millions, pourquoi le président Ouattara décide de donner 100 millions aux autres candidats? C'est une action du gouvernement. Il est prévu de financer l'action politique. Et le président et le gouvernement ont estimé que pour donner des moyens aux candidats, compte tenu du fait que tous nos chefs, nos textes ne sont pas aboutis, il fallait trouver de façon exceptionnelle. Ça a toujours été le cas. Même en 2010, il y a eu un financement exceptionnel des candidats pour les aider à animer. Mais est-ce que cet acte n'est pas contradictoire? Quand il y a une loi qui prévoit comment financer les partis politiques. Non. La loi est claire. Elle dit comment on finance les partis politiques. Et il y a une ouverture qui permet de financer l'activité politique des candidats par des mesures exceptionnelles. Et de toute façon, c'est ça aussi la vie d'un gouvernement, c'est ça aussi la responsabilité. Le gouvernement et le président de la République sont là pour prendre des mesures d'exception. Il y a des articles de la loi qui le préviennent. Donc ce n'est ni ce que vous avez dit et c'est conforme à la loi. Le président a des prérogatives qui, dans la Constitution, dans la loi, qui lui donnent la faculté de prendre certaines mesures exceptionnelles pour la bonne tenue de l'État. Monsieur le ministre, pour qu'on se comprenne très bien, ce que j'essaye de décrier, c'est cette habitude de faire dans l'exceptionnel quand on peut faire dans le prévisionnel. Monsieur Ouattara a été élu parce qu'il avait un programme et il a annoncé qu'il allait justement améliorer le cadre démocratique. Pourquoi ne pas faire une loi, comme ce qui se fait par exemple ailleurs, où on clarifie très bien comment on va financer les partis et surtout où on limite les dépenses? Vous pensez que vous êtes plus brillant que tous ces membres de ce gouvernement qui réfléchissent? On a un texte qui organise parfaitement le financement des partis, qui est basé sur la présence au Parlement. La situation de non-présence de certains partis au Parlement
nous a amenés, pour favoriser notre dialogue politique et notre environnement politique, de faire des financements exceptionnels aux partis, dans le cadre du CPD. Ensuite, on a voulu porter au niveau de ceux qui étaient candidats que le Conseil constitutionnel avait accepté. Mais je veux dire, tous les jours, des lois viendront, mais pour combler des vides. Donc ça veut dire qu'en un temps T, tout n'est pas prévu. Je dis que nous n'avons pas encore des textes qui sont totalement et complètement élaborés. Ça veut dire que dans les années qui viennent, c'est des questions qui vont être traitées avec plus de précision, mais n'en faites pas un problème. Ce n'est pas un problème. Non, ça reste un problème. Et chaque gouvernement passe et apporte sa pierre, jusqu'à ce qu'on soit dans ce contexte-là et que finalement il soit réalisé. Parce qu'en face, vous avez une opposition civilisée qui a créé les conditions de l'environnement politique pour que le pouvoir puisse travailler sainement. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais lorsque la gouvernance, le gouvernement de Laurent Gbagbo a été attaqué plusieurs fois, le ministre vient de corroborer que le pont n'a pas été réalisé parce qu'en 1999, il y a eu un coup d'État. C'est ça qui a empêché. Le FPI n'était pas au pouvoir. Oui, mais ça n'a pas été réalisé parce qu'il y a eu un coup d'État. Hein? C'est après que le FPI a créé en 2 ans les conditions pour que les bailleurs de fonds reviennent. Et c'est qu'en 2 ans, nous avons créé toutes les conditions. Et c'est après que la guerre a commencé, à l'issue de la même 2e année que la guerre a commencé. Et l'environnement. Monsieur Dongo, essayez d'expliquer ici sur ce plateau, quelles sont les conditions que vous avez créées pour attirer les bailleurs de fonds? Vous savez très bien qu'après 1999, tous les bailleurs de fonds sont repartis. Non, citez-nous quelques conditions. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous citer. On connaît tous les bailleurs de fonds sont repartis, ont suspendu le financement. Même si elles étaient là, elles ont suspendu. Toutes les bailleurs de fonds ne sont pas partis. Écoutez, l'Union européenne, on connaît l'histoire des 18 milliards qui a conduit l'Union européenne. Les conditions, c'est que quand le pouvoir, Laurent Gbagbo est arrivé, pour parler un peu simple, pour que les Ivoiriens connaissent, la Côte d'Ivoire était au 3e, au 4e sous-sol. Et il fallait donc ramener ce pays à un niveau acceptable pour la communauté internationale. C'est ce que nous avons réussi à faire. Et on était en train donc de réaliser vraiment les véritables projets de notre gouvernance lorsque, malheureusement, parce qu'il y avait une opposition guerrière, il y a eu le coup d'État de 2002 qui nous a entraînés dans une crise longue, qui à la fin... D'abord, tous les bailleurs de fonds n'étaient pas partis. L'AFD, la BAD et la Banque mondiale, parce que pendant la période de crise, on n'a pas payé, je dirais, les arriérés, on a été en défaut et ils ont suspendu selon des procédures normales. Maintenant, les banques arabes étaient là, le fonds koweïtien, le fonds saoudien, le fonds d'Abu Dhabi, la BADEA, la Banque arabe de développement, le fonds de l'OPEP, ils étaient là. Et justement, pendant la crise, le pont de Jacquesville a été bouclé par des financements. On était en crise. Donc, pendant une crise, on peut lever des fonds, on peut boucler un fonds, et là, il se l'approprie puisque le pont de Jacquesville, effectivement, a été bouclé pendant qu'il était là. Mais le pont de Jacquesville avait déjà commencé. Quand? Les pieux étaient visibles. Lorsque vous êtes arrivé, lorsqu'il y a eu le gouvernement Ouattara, les puits étaient visibles sur le pont de Jacquesville. Monsieur le ministre, je suis un sachant. Ça veut dire que les travaux avaient déjà commencé. Oui, mais est-ce que c'est pas contradictoire? Le ministre Patrick Hachi est en train de dire, justement. Est-ce que c'est pas contradictoire? Il disait que rien n'avait commencé. Dans un temps, vous dites que parce qu'il y avait une crise politique, on ne pouvait rien faire. En même temps, on constate que pendant qu'il y a cette crise, il y a un pont qui commence à être construit. Oui, parce que, est-ce que ce que vous n'êtes pas contradictoire? Le président Laurent Gbagbo est un génie. Malgré cette crise-là, il a réussi quand même à faire... Mais justement, donc pourquoi le 3e pont n'a pas pu être réalisé pendant qu'il était là? Parce qu'on avait un ministre qui s'est désintéressé. C'est pas le même ministre qui a eu le travaux du pont Jacquesville? Oui, mais parce que maintenant, il est dans un camp qu'il arrange. Écoutez, c'est ça qui est la vérité. Jean-Jean Barol, on va sortir parce que sur le plateau, Monsieur le ministre Patrick Hachi, il faut qu'on sorte de là. Mais on termine là. Je vous donne un exemple simple. Oui, allez-y rapidement. Sous la crise, monsieur le ministre Patrick Hachi est le ministre des infrastructures économiques. Il a sous sa tutelle 2 sociétés, le Fonds d'entretien routier et l'AGERoute. Mais toutes ces 2 sociétés ont été plombées parce que monsieur le ministre entraînait une confusion dans leur fonctionnement. Et les 2 sociétés ont été plombées. Comment 2 sociétés... Quand vous dites plombées, ça veut dire 2 quoi sociétés, il a créé la confusion des rôles. 2 sociétés qui sont sous la même tutelle, comment vous pouvez comprendre qu'elles soient en conflit
et que le même ministre ne puisse pas régler la situation. Ah, Monsieur Dongo, Mais il y a quand même vient faire la un chef Géroute d'État. et le faire dans Barol. ce débat. S'il vous plaît, j'aimerais demander au FPI, qu'est-ce que vous proposez concrètement aux Sur la question. Il y a quand même un chef d'État. Monsieur Dongo dit que le ministre a créé une confusion qui a fait que l'entreprise comme la Géroute et le FER n'ont pas pu fonctionner. Non, mais qui existe encore. Hein, qui existe encore. Qu'est-ce qui a fait... Vous allez parler, monsieur Hachi. Je pose la question. Qu'est-ce qui a empêché le Premier ministre Affinissa ou bien le président Gbagbo de régler cette confusion? Il était le ministre, il n'était pas le président de la République quand même. Le président Laurent Gbagbo n'est pas un dictateur. Non, mais Il laisse l'autonomie à un ministre. De créer la confusion et bloquer l'État. Ah non, pas de créer la proposition. Faisons un débat de fond. Mais on était dans un contexte. On le laisse parler, On était dans un contexte où tous les partis politiques étaient représentés au gouvernement. Mais c'était un contexte difficile. Ils prenaient les ordres auprès de leur président de parti politique. Laissons le ministre Patrick Hachi réagir rapidement et on va terminer sur la question. D'abord, il ne peut pas y avoir de confusion de rôle. La Géroute, c'est une agence qui est un maître d'ouvrage délégué du ministère qui s'occupe de réaliser tout ce qui concerne les études, les passations de marché et la contractualisation et le suivi des travaux. Donc c'est purement technique. Le FER est un fonds d'entretien routier qui collecte des ressources parafiscales pour financer l'entretien routier. Donc deux objectifs différents, aucune confusion de genre. Mais justement, la question qu'il aurait pu poser, c'était de dire, mais puisqu'il y avait un fonds d'entretien routier, puisqu'il y avait une agence des routes, pourquoi, pendant cette époque, on n'a pas pu faire un entretien adéquat du réseau routier et qu'on ait fini en 2010 avec un réseau aussi dégradé que celui-là? Auquel cas, je réponds oui. Le fonds d'entretien routier devait être abondé en termes de financement par une loi des finances qui disposait qu'une partie de la taxe pétrolière devait alimenter ce fonds. Et que pendant toute la période où, paix à son âme, le ministre Boisbré a été ministre des Finances, ce fonds n'a jamais été abondé, en contradiction totale avec l'ordonnance qui a été prise. Où on s'est trouvé donc avec un fonds d'entretien routier sans fonds et avec une agence de gestion des routes attendant quelques petits fonds du budget pour pouvoir financer l'entretien routier. C'est pas vrai du tout. Bon, je ne veux pas rentrer dans ce détail. En tant que ministre, on a des obligations de réserve. Je suis un sachant. Depuis le début, il est un sachant, il dit que des Moi aussi, j'ai une obligation de réserve. Moi, je suis quoi alors? J'ai travaillé pendant longtemps à la Géroute. Vous le savez bien, monsieur le ministre. Mais oui, malheureusement. J'étais au cœur du système d'information au niveau de la Géroute. J'ai été membre du conseil d'administration. Qu'est-ce que vous avez proposé au niveau de la Géroute? Pour vous, qu'est-ce qu'on aurait dû faire exactement? Alors, qu'est-ce qu'on aurait dû faire avec ces deux institutions? Voilà ce que la réforme dit. Voilà. La réforme dit que la Géroute est l'agence d'exécution. Et que la Géroute est le maître d'ouvrage délégué de tous les travaux sur le réseau routier. Il fallait qu'il y ait une convention entre la Géroute et le ministre des tutelles, qui est M. Patrick Hachi. Mais cette convention a été signée, je crois, le pauvre Boaké Fofana, ça a été signé peut-être 5 ans après. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous proposez exactement, au-delà de ce que vous reprochez? Nous allons mettre de l'ordre. Quel type d'ordre nous allons mettre de l'ordre dans le secteur. D'abord... Juste en 2 phrases, monsieur. D'abord, nous allons renforcer les capacités, l'autorité de la Géroute pour qu'elle puisse assurer sa mission. Vous savez, sous le président Laurent Gbagbo, la Géroute avait la capacité, avait un seuil de passation de marché de près de 1 milliard de francs CFA. Ce qui permettait à la Géroute de faire une consultation interne et d'aller très vite pour l'exécution des travaux. Aujourd'hui, c'est 20 millions, on vient de ramener à 100 millions. Bon, la Géroute, quand vous regardez les statuts de ces deux sociétés, vous ne savez plus qui fait quoi, qui paye les fournisseurs. Les deux sociétés ont été en conflit pendant tout le temps. Et le ministre Patrick Hachi a entraîné la confusion. Il n'a jamais tranché. On va marquer une pause. Alors nous, ce que nous allons faire. On va revenir sur ce que nous allons faire. On va revenir dans un instant. On va marquer une pause. Mais j'aimerais savoir, une petite question, marquer la pause. La Géroute et le FER sont intimement impliqués dans les infrastructures en Côte d'Ivoire, dans la réalisation routière. Uniquement. Voilà. Dans le cadre d'un programme d'ajustement sectoriel routier. Accord qui a été signé par le gouvernement Bédié avec la Banque mondiale, comme ça s'est passé dans de nombreux pays. On a estimé que l'administration centrale, lorsqu'elle s'occupe de gérer des machines et de faire l'entretien routier, est très expansive, elle dépense énormément.
Donc dans la plupart des pays de la sous-région, même en Afrique, on a décidé de transformer la direction des routes du ministère en une agence. Et on lui a une agence donc, qui est gérée comme dans le privé, qui donc fait les études, contractualise et suit les travaux. Ça, c'est une agence. Et on a créé un fonds d'entretien routier parce que lorsque les entreprises sont payées sur le trésor public, compte tenu des problèmes de non-fluidité de la trésorerie, les travaux se font par à-coup. Au moment où on envoie un décompte, il n'y a pas d'argent, les travaux s'arrêtent. Quand l'argent arrive, les travaux sont finis. Donc, on a créé un fonds dans lequel on abonde et qui permet d'avoir une trésorerie fluide qui permet de suivre les travaux, de les payer et de les réaliser dans les temps. Ça, c'est pas d'abord, c'est pas le FPI, ça ne vient pas du pouvoir du Gbagbo, ça a été conçu avant, comme je dis, dans le cadre du deuxième projet d'ajustement sectoriel transport signé avec la banque et le gouvernement. Et le gouvernement Gbagbo est arrivé après et a mis en œuvre les conclusions de ces accords avec la Banque mondiale. Merci beaucoup, M. Patrick Achier. On va marquer une pause et on revient juste après. Vox Africa se rapproche de vous. Dès le 21 juillet, retrouvez Vox Africa sur CanalSat, canal 33 en Afrique. Retour sur le plateau, évidemment, avec Monsieur le Ministre. On va résumer la première partie de cette émission en une phrase. Pour vous, la réconciliation ne fera pas le débat. Pour vous, c'est quoi? Elle a réussi ou pas réussi, la réconciliation? Non, ce n'est pas une option pour nous, c'est une nécessité. Donc, et c'est un processus. C'est un processus qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et on a l'expérience de tous les pays qui ont connu des crises comme la nôtre. Il a fallu du temps. Et la Côte d'Ivoire, encore un cas d'école d'un pays qui se normalise assez vite. Vous voyez, la Libye, la Centrafrique, même le Congo, ils sont encore dans des processus qui sont très complexes. Donc ce n'est pas évident, mais il faut mener ces deux chantiers-là de front, réunir par le dialogue politique les populations et en même temps donner du développement. Parce que tout ça se lie. Qu'avez-vous à répondre à tous ces candidats qui disent que sans Gbagbo, la réconciliation n'est pas possible du tout, sans sa libération, pardon? Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas construire un pays dans l'impunité. C'est impossible. La justice, c'est important. Parce qu'il y a la... Qu'est-ce que vous appelez la réconciliation? La réconciliation, ce n'est pas l'accord parfait de tous les partis politiques, de toutes les personnalités. Parce que si vous dites de libérer certains, mais vous avez d'un côté des parents des victimes qui estiment que c'est une deuxième mort de leurs parents et qui veulent se venger. Comment vous faites? Donc il faut la justice. Et après la justice, il peut arriver ce que moi j'appelle le grand pardon. Et ça, c'est le président qui, dans son évaluation du niveau d'évolution des choses, peut prendre certaines décisions. Donc pour moi, c'est essentiel, surtout pour notre continent. Il faut que les gens, y compris les gens comme moi, ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, je me dis, je n'ai pas fait n'importe quoi parce que je suis au pouvoir, parce que j'ai les leviers du pouvoir, que je peux rendre compte à tout moment devant des juridictions ou devant l'histoire. C'est essentiel. Sinon, tous les jours, on va fragiliser les populations vulnérables. Un président qui n'est pas content, il n'est pas dans son bon droit, on tue des gens, mais il faut assumer. Et ces procès-là sont importants pour la conscience collective. Alors, Monsieur le ministre, vous avez utilisé un mot qui est important et essentiel, c'est l'impunité. Mais j'ai envie de vous dire, l'impunité ne peut pas se faire que dans un camp. Vous parlez justement de faire justice, de rendre justice. C'est la voie qu'a choisie le président Ouattara pour la réconciliation. Mais je vous fais ce film, tout le monde le dit depuis le début de ce mandat. On a l'impression justement que il y a une justice à deux vitesses. Il y a un seul camp qui justement est poursuivi et on a cru voir une embellie avec l'inculpation de 2 pro-Ouattara, mais rien n'a changé. Je me suis renseigné à mon arrivée, ils sont toujours en poste, ils ne sont pas inquiétés. Est-ce qu'on peut réconcilier si la justice elle-même n'est pas équilibrée? Mais la justice est parfaitement équilibrée. C'est encore des clichés, justice des vainqueurs, des formules, mais qui n'ont pas de contenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, après les événements, des gens qui ont été présentés devant des juges. Tout cela, effectivement, était, on va dire, du camp proche de M. Gbagbo. Ensuite, il y a eu une commission d'enquête qui a donné des conclusions, qui a mis en responsabilité des gens de tous les camps. Mais de ce point de vue, les procès n'ont pas commencé. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Et nous avons accordé des libertés provisoires à pratiquement tous ceux qui ont été arrêtés en dehors de moins de 5 personnes, 5 à 10 personnes.
tous ont été mis en liberté provisoire. Ceux qui ont été repris l'ont été dans le cadre de nouvelles procédures de tentative de déstabilisation du régime. Donc, je veux dire, il n'y a pas de... On le voit bien, quand il faut sanctionner, le président ne regarde pas à gauche ou à droite, parce que cette justice-là, justement, il ne faut pas que d'un côté ou de l'autre, on influence. Et c'est vrai, d'aucuns disent qu'elle est lente, mais on constate aussi qu'à la CPI, ça ne va pas plus vite. La justice a ses mécanismes, mais qu'il faut respecter. Mais il n'y a pas de volonté politique d'instrumentaliser la justice. Il n'y a pas de volonté politique de se faire justice. On a connu dans ce pays des régimes qu'on soutenu, qu'on prenne des pneus, qu'on brûle des gens, mais nous, on n'a jamais fait cela. Et à chaque fois que quelqu'un a été pris à défaut, on l'a présenté devant les tribunaux. On va poursuivre, s'il vous plaît, et parler maintenant d'un concept nouveau, hein, défini par ou bien votre question. Non, je voulais poser une question sur la justice. Monsieur le ministre, vous parlez d'impunité qu'il faut combattre. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur la question, mais il y a une question qui me préoccupe, qui n'a rien à voir avec la réponse électorale, c'est la haute cour de justice, dont l'absence fait que les autorités que vous êtes, à commencer par le chef de l'État jusqu'au ministre, sont au-dessus des lois. Pendant 10 ans, M. Gbagbo, chaque année, pendant la présentation des vœux, avait promis la mise en place de cette haute cour de justice qui est prévue dans la Constitution de 2000. Le président Ouattara, candidat Ouattara, en face du président sortant Gbagbo, pendant le face-à-face entre deux tours, avait promis que dès son installation, il mettrait en place cette haute cour de justice. 5 ans plus tard, elle n'existe toujours pas. On l'a écouté la dernière fois face aux électeurs, ça n'a pas été évoqué. Qu'est-ce qui se passe avec cette haute cour de justice? Mais c'est un processus qui est en train de se mettre en place. Vous dites que c'est depuis 2000. Mais tous ceux qui étaient là depuis, pourquoi ils ne l'ont pas mis en place? Mais nous, on est arrivé, qu'est-ce que le président Ouattara a fait? Il a mis la haute autorité pour la bonne gouvernance. Il a mis la cour des comptes en place. Parce que la haute cour dont vous parlez, c'est une instance qui va être composée de différentes institutions à créer. Donc il faut faire tout ça, et c'est des parlementaires et des députés, des parlementaires et des magistrats et des représentants de certaines institutions qui la constituent. Mais nous sommes dans la démarche. Les débats ont discuté, les premiers textes ont commencé à être élaborés. Donc on est dans une dynamique qui est réelle et nous, on peut dire, en très peu de temps, on a commencé à mettre en place des institutions qu'il fallait mettre en place pour constituer cette cour. Entre-temps, devant la loi, les Ivoiriens sont inégaux. Pardon? Devant la loi, les Ivoiriens n'ont pas les mêmes chances. Là, je n'ai pas bien compris ce que ça veut dire. Entre-temps, devant la loi, les Ivoiriens sont inégaux. Mais pourquoi? Je ne comprends pas bien. Parce que les autorités, il n'y a aucune juridiction aujourd'hui qui peut juger un ministre ou un chef d'État. Non, si. Aujourd'hui, des sanctions ont été prises. La haute autorité, pour la première fois, on a commencé la déclaration des biens. Mais en fait, les gens veulent qu'en très peu de temps, on fasse ce que les gens n'ont pas fait en 20, en 30 ans. Mais on vous dit qu'on est dans la dynamique. On est en train de travailler ce dossier. Et vous ne pouviez pas avancer sur ce dossier tant que vous n'avez pas fini de régler certaines questions avant. Donc il n'y a pas de volonté de ne pas le faire, mais le travail est en train de se faire. Vous ne pouvez pas construire des maisons dans un environnement où on ne peut pas vous donner de l'eau à boire. Or, l'entrepreneur qui vient construire, parce que quand on dit le développement des logements sociaux, ce n'est pas l'État qui construit. L'État crée un environnement propice pour que le secteur privé développe. Donc aujourd'hui, les grands projets avec des grands promoteurs sont financés par le privé et réalisés avec des facilités fiscales de l'État. Donc il faut déjà avoir de l'eau. Tout le monde sait que pendant 2 ans après la crise, on a eu des problèmes d'eau à Abidjan. Ce n'est qu'en 2014 qu'on a véritablement réglé ce problème-là. Deuxièmement, est-ce qu'on a de l'énergie? Est-ce qu'on a effectivement des routes qui y accèdent? Puisque pour avoir un terrain suffisamment grand pour qu'ils puissent habiter ce nombre de logements-là, il faut l'avoir dans un endroit qui n'est pas proche d'Abidjan. Au cœur d'Abidjan, vous n'avez plus cet espace-là. Dès que vous commencez à aller dans la périphérie d'Abidjan, vous avez un problème d'infrastructure qui pose des problèmes de viabilisation de base. Donc, il a fallu que l'État mette en chantier ces grands projets de viabilisation. Conduite à mener d'eau, conduite à mener d'assainissement, conduite à mener de route, pour permettre d'évacuer 15, 20 000. 20 000 logements, vous imaginez le nombre de véhicules, des personnes qui sortent. Aujourd'hui, vous avez des petites ruelles comme ça qui y conduisaient. Donc, toutes ces infrastructures préalables ont été celles qu'il a fallu faire pour qu'effectivement les promoteurs soient encouragés à le faire. Parce qu'eux, ils prennent les financements. S'ils commencent à le développer, qu'ils ne peuvent pas effectivement vendre ces logements parce qu'ils ne sont pas accessibles, parce qu'ils n'ont pas les commodités, ça pose un problème. Donc, le démarrage des chantiers a commencé tard. La deuxième chose, c'est le financement. Ces logements sont acquis par des personnes privées. Ils sont acquis à travers des crédits acquéreurs. Le crédit acquéreur, aux conditions de financement qui existaient alors,
Les logements reviennent trop chers. Les quotités cessibles des personnes acquéreurs ne permettent pas d'acquérir ces logements-là. Donc il a fallu rallonger, voire avec la BCEAO, négocier pour changer le cadre financier, rallonger les délais, bonifier le taux et créer un environnement financier favorable à l'acquisition des logements par tiers. Tout ça a été le chantier qui a été fait pendant ces 2-3 ans et qui permet aujourd'hui, on a des Chinois, on a des Marocains, on a pratiquement 100 000 logements qui sont déjà en chantier et qui maintenant peuvent effectivement aller, parce que la validation primaire a été faite, parce que le cadre financier est assaini et permet effectivement au personnel d'accéder à ces logements-là. Que pensent les Ivoiriens des logements sociaux? On va regarder ce reportage et on revient dans un instant. Les logements sociaux, là aussi, c'est une bonne idée au niveau de l'État. Mais je veux dire, dans la construction et la manière de gérer aussi cet aspect-là, voilà, c'est ça aussi qui cause problème. Bon, au niveau des logements sociaux, j'ai cru entendre qu'il fallait se faire recenser, surtout au niveau de Adjamé et Mirador. Mais à un moment donné, les choses se sont arrêtées. Bon, je ne sais pas s'il y a eu un cafouillage ou bien qu'est-ce qui s'est passé, mais il faudrait que les gens nous expliquent. Pour qu'aujourd'hui, chacun de nous a envie d'avoir un chez lui. Mais comment procéder? Voici la grande question. Comment procéder? Alors que l'État nous apporte certaines solutions à ce niveau-là. Voilà. Les logements sociaux, je crois que c'est une bonne idée. Voilà, c'est une très bonne initiative, ce qui permettra à chacun d'avoir un toit. Donc celui qui a même un revenu moyen peut avoir un toit pour produire ses familles. Donc je crois que c'est une bonne idée. On va rapidement prendre l'avis justement du FPI sur les logements sociaux. Ce n'est pas nouveau les logements sociaux. Mais nous ne l'avons pas baptisé programme présidentiel pour les logements sociaux parce que nous avons une politique cohérente, le chef de l'État a son rôle, les ministres ont leur rôle. C'est un programme qui existait déjà et qui a été maintenant baptisé programme présidentiel pour les logements sociaux. Le problème qui est posé est le suivant. Quand vous faites le tour des banques, on parle du crédit acquéreur de 5,5%. Mais quand vous faites le tour des banques, elles ne sont pas au courant. Les conditions techniques qui existent dans ce programme présidentiel, quand vous allez à la loi, à l'annexe à la loi des finances, elles n'existent pas. Mais quel est votre constat global, en fait? Si on devait résumer votre constat global en un mot, je suis en train de vous dire. Une réussite, un échec? C'est un échec. C'est évidemment un échec. Okay. En tout cas, merci beaucoup. On parle dans un instant d'école et d'école obligatoire. Et puis, pour en parler, justement, elle est secrétaire nationale chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est Madame Essis Tomé que l'on retrouve juste après ce jingle sur notre plateau. Retour dans le grand talk avec Madame Essis Tomé qui nous a rejoint. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Je voudrais rappeler vos titres. Si vous êtes secrétaire nationale chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ouais. On va parler justement école et notamment la mesure de l'école obligatoire prise par le gouvernement pour tous les enfants de 6 à 16 ans depuis la rentrée 2015-2016 et puis 700 milliards de francs CFA dégagés par l'État de Côte d'Ivoire pour recruter 644 instituteurs au préscolaire, 4234 enseignants au primaire et 256 professeurs de collège. Pour l'enseignante que vous êtes, c'est quand même une mesure à saluer. Oui. Je dois dire que c'est une mesure à saluer, bien sûr. Mais en même temps, j'ajoute que c'est une mesure décrétée pour les élections. Pourquoi? Parce que avant de parler de l'enseignement obligatoire, il faut parler de l'enseignement gratuit. Et depuis la prise de pouvoir du FPI, depuis 2000, l'enseignement gratuit est appliqué. Et ce qui devait se faire, c'est d'aller jusqu'à atteindre la gratuité totale. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la mesure prise par M. Alassane Ouattara et son gouvernement? Je ne reproche rien à cette mesure, sauf que cette mesure... Vous avez dit que c'est une mesure électorale. Cette mesure devait être planifiée. Et je dis bien. Ça veut dire quoi?
que lorsque on installe des frais d'inscription en ligne qui coûtent 6 000 publics, 3 000 francs dans le privé, et qu'ensuite les parents sont obligés d'aller payer des frais d'inscription dans les établissements. Et dans les établissements privés, c'est encore pire. On ne peut pas parler d'école obligatoire. L'école obligatoire viendra à partir du moment où on aura effectivement atteint la gratuité. Et dans ce cas-là, alors le parent qui n'aura pas mis son enfant à l'école parce qu'on lui a donné tous les moyens de mettre l'enfant à l'école peut être sanctionné. Je vais peut-être prendre la réaction du ministre Patrick Tachi sur le problème que pose madame. On ne peut pas dire que l'école est obligatoire si elle n'est pas gratuite à la base. Parce que quand on regarde le pouvoir d'achat des Ivoiriens, de certains Ivoiriens, ils n'auront pas les moyens forcément pour envoyer leurs enfants à l'école. Mais ce qui est grave aujourd'hui, et moi je suis président du conseil régional par ailleurs, donc au fait au quotidien d'un problème d'éducation d'enfants dans ma région. Les enfants arrivent à l'âge de 6 ans, 7 ans. Ils n'ont pas de classe pour emmener leurs enfants à l'école. Déjà, ils veulent aller. Parce qu'aujourd'hui, qui, dans le milieu rural ou urbain, accepte de laisser, je dirais, son enfant sans l'amener à l'école? C'est pratiquement le premier poste, je dirais, de dépenses. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'ils vont payer dans le privé pour amener les enfants à l'école parce que le système public n'offre pas toujours le nombre de places suffisantes pour le faire. C'est pour ça qu'on oriente un certain nombre d'enfants pour lesquels l'État a la capacité de prendre en charge, je dirais, la gratuité de l'enseignement. Le reste vont dans le système, je dirais, privé, qui est 10 fois plus coûteux. Aujourd'hui, l'idée est de dire que par rapport à la vision du président Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, on ne peut pas avoir des populations qui ne sont pas éduquées. Des populations qui ne sont pas éduquées ne permettent pas de développer des projets, où que ce soit, avec des personnes qui aient la capacité de l'absorber et de le comprendre. Donc, éduquer les enfants, les amener à l'école, leur donner un minimum de niveau, c'est l'essentiel même pour un État qui ambitionne à un moment ou à un autre de devenir un État émergent. Bon, maintenant, c'est même très courageux, parce que quand on décrète que l'école est obligatoire, le problème que ça pose, c'est en face la nécessité de construire les infrastructures pour absorber ces enfants qui vont venir. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, on a environ 5 millions d'élèves qui sont dans le domaine, je dirais, primaire, secondaire. Ça nous amène cette année, comme bachelier, 82 000 candidats admis au bac pour 200 000 étudiants qui existent déjà. Ça fait 40% d'augmentation. L'année prochaine, c'est 100 000. Le taux de croix démographique est tel que ça nous élève tel que la pression sur les infrastructures scolaires sont telles que normalement, quelqu'un qui, en fait, veut fuir la réalité ne devrait pas faire l'école obligatoire pour avoir le minimum de dépenses sociales en infrastructures scolaires à faire. On va poursuivre le débat, évidemment, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Le temps qui nous était parti est pratiquement arrivé à son terme. On va parler maintenant des perspectives 2020, notamment le parti unifié, la succession de M. Ouattara et pourquoi pas la possible entrée de l'opposition dans le gouvernement de Ouattara. Moi, je commence. Ahmed Bakayoko, j'ai envie de vous poser une question un peu peut-être personnelle. Comment va Guillaume Soro? Il va très bien. Je sais qu'il était en meeting hier à Saint-Fra. Vous savez bien que tout le monde vous oppose à lui en 2020. Est-ce que c'est juste une rumeur, une vie de l'esprit? Est-ce que vous avez une ambition personnelle? Je n'ai pas d'ambition personnelle, j'ai une ambition collective. Je trouve que porter une ambition politique sur une ambition personnelle, c'est réducteur. Et je m'inscris dans un schéma avec une équipe politique qui était d'abord le PDC avant, après chez ORDR, aujourd'hui qui se construit le RHDP. Je suis bien dans cet environnement-là et je suis très fier. Je trouve que c'est un privilège, c'est une chance que d'être à 50 ans à côté d'un monsieur comme le président Ouattara et d'écrire ces pages de la Côte d'Ivoire-là. Et demain, comme vous avez dit, il y a le parti unifié à construire, il y a d'autres enjeux. Voilà là où je me place. Je ne joue pas perso et commencer à jouer perso, à réfléchir perso, c'est le début de l'échec. Donc vous ne serez pas candidat en 2020? Je n'ai pas de projet personnel. Pour l'instant ou bien... Je n'ai pas de projet personnel. Monsieur Assalé Timoko, sur la question évidemment des perspectives 2020, 2015-2020. Sur la question, on a reçu sur ce plateau le porte-parole du RDR, M. Joël Nguessan. On lui avait demandé est-ce que le RDR pouvait faire une déclaration pour dire en 2020, parti unifié ou pas, le pouvoir revient au PDCI. Il n'a pas été en mesure de nous répondre. Est-ce que M. le ministre de l'Intérieur aujourd'hui peut répondre à cette question? Est-ce qu'en 2020, le PDCI aura le pouvoir? On sera un parti unifié. Vous savez, le rendez-vous de l'élection présidentielle, c'est vrai, c'est des idées portées par un groupement
politique, des hommes et des femmes, et qui est mise en œuvre par un leader, par quelqu'un qui porte. C'est ça. C'est un projet collectif et qui apprécie le moment. Aujourd'hui, nous avons une orientation qui est donnée par l'appel de Daoukou. Il nous appartient de le construire à l'intérieur. Il y a tellement d'événements qui peuvent advenir avant. Comment vous voulez qu'en 2015, on se mette à courir les uns ou les autres pour des ambitions personnelles? Moi, en tout cas, je suis bien dans ma peau. Je suis très heureux. Non, c'est important. Monsieur Bakary, vous avez parlé du gouvernement par anticipation. Vous parlez de vous, ça veut dire que vous connaissez des gens qui ne sont pas bien dans leur peau. Non, pas du tout. Et qui pensent déjà à 2020. Non, ce que je veux dire, vraiment. Et puis vous savez, quand on voit le pouvoir en termes de jouissance, en termes d'avantages et de privilèges, on peut être là comme ça et puis se dire on a envie, on a envie. Mais quand on a vu ce que c'est que le pouvoir d'un président comme le président Ouattara, qui tous les jours au travail, de 6 h du matin à 22 h, tous les jours, sérieusement, c'est un engagement, c'est un vrai sacerdoce. Il faut être prêt. Ce n'est même pas seulement de le vouloir, c'est une question d'une interrogation profonde. N'importe qui ne peut pas porter une telle ambition. Même la santé, l'équilibre, il y a plein de choses, trop de facteurs. Il faut apprendre à être bien dans sa peau en dehors de ses projets d'ambition personnelle. Allez, on va terminer très rapidement, 1 minute à chacun pour son candidat évidemment et inviter les électeurs à choisir vos candidats respectifs. Et on va commencer par Monsieur Patrick Hachi et terminer par Madame. Monsieur, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous avez donnée de présenter la politique de développement du président Alassane Ouattara sur plusieurs dimensions. Je voudrais dire aux téléspectateurs que le projet du candidat Alassane Ouattara pour les 5 ans qui viennent sont un projet pour l'émergence de la Côte d'Ivoire, auquel les Ivoiriens aspirent tous depuis tant d'années. On est resté sur le rêve du premier miracle ivoirien qu'a réalisé le président Houphouët-Boigny, puis ensuite le président Bédi est venu pour le poursuivre, et aujourd'hui, on a une opportunité unique de se réconcilier avec cette image, je dirais, du miracle de la Côte d'Ivoire. Le programme qui est proposé par le candidat vise véritablement ce miracle-là à travers cette volonté d'aller vers l'émergence. Le programme, aussi bien de développement économique que de développement social, est sous-tendu par un budget réfléchi, médité, approuvé par les bailleurs de fonds. Récemment, à la dernière mission du Fonds monétaire international, la Côte d'Ivoire est passée de modéré à adéquate, ce qui veut dire qu'on est l'une des économies gérées de façon les plus saines possible. Une économie saine dans un pays stable, en sécurité, qui donne aujourd'hui à tous les Ivoiriens l'espoir, enfin, que la Côte d'Ivoire occupe à nouveau sur la scène nationale et internationale le rang qu'elle n'aurait dû jamais perdre. Madame Essis Thomé-Hortense. Donc je vous remercie vraiment par rapport à l'opportunité que vous nous offrez pour présenter le programme de gouvernement du candidat Pascal Affi-N'Guessan pour ce qui concerne des parties du secteur social, notamment de l'éducation. Le candidat Pascal Affi-N'Guessan est un candidat pour la paix et la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Les chiffres, vous allez entendre, depuis longtemps, nous sommes abreuvés des chiffres. La réalité est tout autre. Avec le président Pascal Affi-N'Guessan aux commandes, ce sera non seulement des chiffres, mais la réalité effective avec les chiffres. On va terminer au pas de course comme ça. Vous avez gouverné de 2010 à 2015 sans opposition. Est-ce que le 2015-2020 va se faire avec les forces vives de l'opposition pour terminer ce débat? Évidemment. L'opposition existe. Son entrée au gouvernement surtout. Ça, c'est des questions encore d'opportunité qui dépendent du président et du Premier ministre parce que, bon, du niveau d'échange. Mais ce que je me dis, tous les pays qui ont avancé, en face du pouvoir, on a mis un contre-pouvoir. Et pour soi-même, c'est bon. Pour la vitalité de la nation, il faut une opposition forte et responsable. Mais actuellement, que le pouvoir respecte et qui respecte le pouvoir. Actuellement, est-ce qu'il y a déjà des accords? Est-ce qu'il y a déjà des tractations? Aucune. Aujourd'hui, on constate que l'opposition est divisée en 2 grands blocs. Il y a un bloc qui se dit on a des accords avec le gouvernement, mais on participe au dialogue politique, on participe à la vie politique par le jeu démocratique. Et il y en a qui se disent nous, on ne veut rien, on attend que ce gouvernement se casse la tête ou la gueule, etc. Bon, ceux-là aussi, bon, on les regarde, ils nous regardent, bon, on avance. On termine ce débat avec le dernier mot du porte-parole, du candidat Ouattara, à l'adresse évidemment des téléspectateurs qui nous regardent de par le monde. Ben écoutez, ce que je voudrais dire, c'est que l'élection de 2015, du 25 octobre 2015, est une élection importante.
c'est cette élection-là qui va confirmer que nous avons tourné la page de l'incertitude et des violences, qui va consolider notre avancée vers un monde meilleur. Il est important que chaque Ivoirien participe. Je pense que vous avez élu notre candidat, le président Ouattara, sur la base d'une promesse de solution. Aujourd'hui, son bilan est là. Il parle pour lui et vous devez venir lui rendre hommage. Parce que beaucoup, je sais que beaucoup de gens, on en a parlé tout à l'heure, ce qui s'est gagné d'avance, ça ne sert à rien, il n'y a pas d'enjeu. Si, l'enjeu, c'est de venir participer. En votant, c'est une façon de dire merci président, merci pour l'eau, merci pour les routes, merci pour l'éducation, merci pour ça. C'est une forme, parce que vous savez, c'est aussi un dialogue entre les pouvoirs publics et les populations. C'est un rendez-vous, c'est unique, une fois chaque 5 ans. Les Ivoiriens, vous n'avez pas le droit de bouder ce rendez-vous au motif qu'il n'y ait pas d'enjeu. L'enjeu, aujourd'hui, doit être votre participation pleine pour consolider la route de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en train d'écrire des pages d'un pays qui s'est relevé d'une crise très grave et en train d'être un modèle pour bien de pays. Partout, dans toutes les instances, FMI, Banque mondiale, BAD, on parle de la Côte d'Ivoire. Tous les chefs d'État, tous les dirigeants veulent savoir comment la Côte d'Ivoire réussit si bien. C'est notre travail à tous. Vous les agriculteurs, vous les planteurs qui avez augmenté notre production, vous les fonctionnaires qui avez travaillé. C'est notre travail à tous et c'est ça notre fierté. Merci la Côte d'Ivoire est un grand pays. Merci nous sommes un grand peuple. Et aujourd'hui, nous avons un grand leader qui nous porte. Donc je veux dire, tout est possible, tout est permis. Merci beaucoup. À ces allures-là, vous tiendrez un meeting sur notre plateau télé. Merci. Peut-être une dernière question en boutade. Le prochain gouvernement, vous voyez à quelle position dans le prochain gouvernement? Certains vous évoquent comme Premier ministre, Ahmed Bakayoko. Si je suis reconduit déjà, je vais dire Dieu merci. Merci à tous d'être restés en notre compagnie. Il y avait ce soir pour mener le débat Monsieur Jules Domché, journaliste à Vox Africa. Merci en tout cas d'être resté avec nous. Monsieur Assalé Tiemoko du bi-hebdomadaire indépendant L'éléphant déchaîné pour interviewer le porte-parole du candidat Alassane Ouattara. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Bakayoko. Merci beaucoup. Merci. Allez. Merci d'être resté en notre compagnie. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro du Grand Talk sur Vox Africa.